Bonjour à tous et bienvenue. The English Game, une série Netflix qui propose de revenir sur les premières années tumultueuses du football en Angleterre. Alors beaucoup m'ont demandé en commentaire, par mail ou message privé ce que j'en pensais, si je l'avais vu et vis-à-vis de la réalité historique. Alors non, je ne l'ai pas vu, donc ça ne va pas être une critique de cette série-là, loin de là. Par contre, je connais l'un de ses consultants, qui est un historien du football, qui s'appelle Andy Mitchell, qui est excellent et dont je vous recommande vivement les ouvrages, qui lui-même avoue que c'est une série avant tout faite pour du divertissement. Je rappelle qu'on est quand même dans une société de l'entertainment et que Netflix en est un petit peu un de ses symboles, et que la recherche historique certes est importante, mais elle sera toujours secondaire à la fiction. Alors je vous rassure, on n'est pas non plus dans une trame complètement réécrite à la Narcos, vous pouvez demander d'ailleurs à beaucoup de Colombiens ce qu'ils en pensent. Déjà ne serait-ce que pas avoir de Colombiens comme acteurs, c'est un concept quand tu parles du cartel de Medellín, mais bon, c'est encore autre chose. Aujourd'hui en fait on va se poser certaines questions avec The English Game ou The Scottish Game. Pourquoi je dis ça? Parce que cette série et tant d'autres personnes reconnaissent l'Angleterre comme la mère patrie du football. Ce qui est vrai, le premier club de football le plus vieux au monde, c'est Sheffield FC, qui aujourd'hui vivote dans les tréfonds des divisions inférieures britanniques. C'est le premier club. Et le football a été codifié et réglementé en Angleterre. Parce que, attention, quand j'entends qu'en Chine, au Mexique, en Italie ou dans plein d'autres pays du monde, on avait les ancêtres du football, c'est faux. C'est pas parce qu'il y avait des gens qui couraient derrière un ballon et qui essayaient de le mettre dans une cage que c'est du football. Et tout ça, même en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, etc., tu avais des pratiques qui se rapprochaient en effet du football, notamment au 19e siècle, au début du 19e siècle, mais c'est pas pour ça que c'était du football. Le football tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est quand il a été codifié et réglementé, et qu'il y a eu la scission entre ce qu'on appelait le rugby et le football. Alors pour tous ceux que ça intéresse, je vous conseille ce bouquin-là, c'est en anglais, c'est Beastly Fleury, c'est absolument incroyable, c'est justement sur toute la genèse et la naissance un peu bizarre de ce sport en Angleterre et en Écosse. Alors bon, à partir de là, les Anglais, donc mère patrie du football comme on le dit, c'est pourtant pas eux qui ont exporté totalement le football qu'on connaît aujourd'hui. J'irai même plus loin. Le football vu par les Anglais, il était donc très physique, il y avait une dimension viriliste incroyable, il y avait évidemment ce côté... j'ai presque envie de dire de la lutte des classes, élitiste, voilà, on va dire ça comme ça, et surtout individualiste. Pourquoi? Parce que l'idée des Anglais, c'était le kick and run. Ne vous fiez pas aux coupures de presse de l'époque qui évoquaient l'art du dribble, etc. Je rappelle que le football était à son balbutiement et que forcément le niveau, il était moindre, surtout que la plupart des équipes venaient d'équipes d'école. Donc bref. Et en fait, c'était du kick and run. Je pousse la balle et je cours derrière. Ils appelaient ça du dribble. Alors ça, cette anecdote, c'est Richard McBrearty, qui est le conservateur du Scottish Football Museum à Glasgow, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand je vivais en Écosse, qui me l'expliquait. Richard, c'est un peu l'un des plus grands spécialistes au monde de l'histoire du football et de son expansion à travers le monde entier autour du 19e et du 20e siècle. Et donc en fait les Anglais avaient cette vision-là et comme je vous dis ce côté très viril. Pourquoi? Parce que les gens qui le pratiquaient faisaient partie de quand même de la haute société, étaient destinés à de très hauts postes, que ce soit au niveau de l'armée, des banques ou pour reprendre le business familial. Tant et si bien que donner la balle était vu comme un acte de couardise, tu manques à tes responsabilités. Il y a une anecdote assez marrante qui est donnée par le premier joueur de la working class qui va évoluer pour l'équipe d'Angleterre, donc je crois que c'est dans la fin des années 80. C'est un joueur de Sheffield et en fait il était étonné qu'on lui passait pas trop la balle. Et à un moment donné, il demande à un de ses coéquipiers pourquoi et il lui dit « Sir, je joue uniquement pour mon propre plaisir ». Ça vous montre un petit peu la mentalité qu'il y avait à l'époque. Et je le rappelle que, en effet, le football ensuite rapidement a été adopté par la working class. Mais au début, c'était chasse gardée d'une société plutôt aristocrate et de l'élite. En Écosse, c'est un petit peu pareil, c'est des gens aussi de bonnes conditions qui le jouaient, mais regardez en fait la différence. C'est que pendant que l'Angleterre développait un football individualiste, donc c'est-à-dire pas comme on le connaît aujourd'hui, ce sont les Écossais qui ont développé le premier jeu de passe au monde. C'est-à-dire que le football et ses vertus collectives comme on le voit aujourd'hui, c'est pas l'Angleterre qui l'a développé, c'est l'Écosse, à travers un club, et quel club les enfants, dont je porte très fièrement le maillot, Queen's Park FC. Alors souvent on me dit quel club je supporte, etc. Je suis pas fan, mais j'ai une tendresse particulière pour ce club-là. J'ai vécu en Écosse, j'ai fait des déplacements, des Montrose Queen's Park, des Arbroath Queen's Park, enfin bref. Moi en Écosse, j'ai découvert le pays à travers le foot et principalement les divisions inférieures, D2, D3, D4, où je prenais ma voiture le samedi et j'allais me déplacer ici et là. Et c'est vrai que j'avais une tendresse pour Queen's Park, donc je les suivais principalement en déplacement parce que ça permet de découvrir d'autres villes. Et en fait, Queen's Park, c'est le premier club créé en Écosse en 1867 à Glasgow. Il a été créé par des gens qui venaient notamment du nord-est de l'Écosse, notamment de la province d'Aberdeen, qui sont venus, qui étaient des gentlemen. Sauf que Glasgow à l'époque, dans l'Empire britannique, c'est une place très forte, principalement pour exporter ses ingénieurs. Également, autour de Glasgow, vous avez des villes comme Paisley, très importante, qui était spécialisée dans le textile, un petit peu à Kilmarnock aussi. Ce qui fait que vous aviez beaucoup d'entreprises écossaises à travers le monde, à travers l'Empire britannique, de textile. On peut penser en Russie, en Catalogne, ou également en Amérique du Sud. Et en fait, ces entreprises-là, elles fonctionnaient avec des ouvriers écossais. Et comme je le dis souvent, le football s'est développé à travers les voies maritimes. Je rappelle que le football est arrivé dans le monde entier par bateau. Les bateaux, que ce soit même au Yémen, sur le protectorat d'Aden, qui était à l'époque sous colonie britannique, c'est là où
toc, ils ont vu arriver comment les ballons de foot, ils sont arrivés par bateau. Au début, c'est les marins et les gens qui débarquaient des bateaux. C'est là où la population locale a eu un premier contact avec le football dans tous les pays du monde, en Argentine, au Brésil, en Espagne, ou que sais-je encore. Et d'ailleurs, au début, ça surprenait, notamment en Espagne, où tu peux voir des coupures de presse des journaux en Galice, dans le nord de l'Espagne, où on se disait, mais ils foutent quoi ces Britanniques, ces tarés, à se courir derrière un ballon en se frappant quasiment. Donc au début, il y a même des troubles à l'ordre public générés par le football. Et en fait, il y a beaucoup d'Anglais qui ont été pionniers ici et là du football. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ils avaient une vision très individualiste. La vision collective, c'est Queen's Park qui l'a donnée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rapidement, ils ont adopté un jeu de passe. Parce qu'il y avait un côté un petit peu moins élitiste. Alors là, c'est la théorie ensuite de Richard McBrearty et d'autres personnes, Jim Astle, qui est aussi un des historiens du club de Queen's Park. C'est que Glasgow, c'était une ville d'ingénieurs, comme je vous le disais. Et il y avait ce côté un peu de penser un peu les problèmes. Et on dit que Queen's Park, c'est les spiders, les araignées. Alors, personne ne sait vraiment pourquoi, hein. C'est peut-être pour les couleurs, blanche et noir ou que sais-je encore, ou justement parce que quand ils jouaient, ils pratiquaient une toile d'araignée autour de ces joueurs-là. Et en fait, lors du premier affrontement international Angleterre-Écosse qui s'est disputé donc en Écosse le 30 novembre 1872, si je ne dis pas de bêtises, soldé par 0-0, quand vous lisez les coupures de presse de l'époque, les Anglais pesaient quasiment 10 kilos de plus et en même temps ils étaient plus grands, etc. Bref, il y avait un avantage physique considérable dans un football qui à l'époque ressemblait plus à une guerre des tranchées. Et en fait, au moment où les Anglais jouaient le kick and run, les Écossais ont développé le passing game. Pas le passing game long en plus avec des longues balles comme on pouvait le voir dans le nord de l'Angleterre, non. Le passing game assez court. C'était un genre de tiki-taka de l'époque si vous le voulez bien. Et avec cette stratégie-là, ils ont littéralement broyé les Anglais. Tant et si bien que Queen's Park FC, on les appelle les Scotch professeurs, donc les professeurs écossais. C'est eux qui ont enseigné et qui ont ensuite influé énormément sur le football dans le nord de l'Angleterre, forcément, de par une proximité géographique. Et est-ce surprenant de voir les invincibles de Preston à cette époque, peu après ? Eh ben pas tellement. Et donc au début, comme je vous dis, les Écossais fessent littéralement les Anglais, parce qu'ils jouent de manière différente. Ils ont inventé également une autre formation, le 2-2-6, parce que je rappelle aussi qu'à l'époque, le foot, quand vous avez ces formations-là, vous restez à vos postes, il n'y avait pas de permutation, etc. C'était encore très 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 rigide. Les gardiens aussi, c'était folklorique. Rendez-vous compte, le gardien, donc, qui était le capitaine de Queen's Park à l'époque, Gardner il s'appelle, qui était également lors du premier match Angleterre-Écosse, parce que en fait c'est l'équipe de Queen's Park qui composait la première sélection écossaise. Et donc c'est vrai que la tradition disait qu'il fumait sa pipe quand il s'ennuyait sur le terrain, et il y a plein d'histoires absolument incroyables. Et c'est vrai que dans l'équipe d'Écosse, tu avais aussi James Ware, donc un attaquant de Queen's Park, qui était le prince du dribble, donc ils avaient quand même un ou deux joueurs qui étaient capables de faire la différence individuellement, mais ils avaient cette vision beaucoup plus collective du football. C'est eux qui sont à l'origine de tant de règles. Et en fait Queen's Park, j'en ai fait une vidéo il y a quelques années, c'est l'équipe la plus influente de l'histoire du football mondial. Pour vous donner une idée, Queen's Park, au tournant de ce siècle-là, c'est l'équivalent de la Juve, de Manchester United et du Barça. C'est-à-dire que quand ils se déplacent en Angleterre, il y a un attroupement. On veut tous regarder les professeurs écossais. Ils sont allés donner la leçon aux Anglais, même en Coupe d'Angleterre. Ah oui, ils étaient inscrits en Coupe d'Angleterre, donc ils faisaient le voyage Glasgow-Londres, c'est 11 heures en train à l'époque, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de shot, il n'y a rien, attention. Le club économisait parce qu'il avait en plus, là même niveau business, remarque, tu vas pas apprendre à faire du business à un Écossais. Hein. C'est eux qui avaient développé leur premier stade, Hampden Park, la billetterie, etc. Ils avaient un club très bien géré à ce niveau-là, ce qui leur permettait d'aller faire des matchs chaque année, d'aller en Angleterre se déplacer et tout. Et c'est vrai qu'ils ont même disputé une finale de Coupe d'Angleterre alors qu'ils ont perdu contre Blackburn, alors très controversé parce qu'on leur a refusé 2 buts hors jeu. C'est vrai qu'à l'époque aussi, tu as l'introduction de la règle du hors-jeu qui va changer, qui va énormément favoriser le jeu de passe. Et les Anglais vont mettre énormément de temps avant d'adopter ce jeu de passe qui finalement ensuite, ils l'ont transformé un peu en kick and rush. La spécificité écossaise au fur et à mesure c'est quand même un petit peu décliné. Mais l'âge d'or du football écossais, c'est 1870-1900. À partir de là, c'est presque le Brésil de l'époque, comme on l'appelait. C'est comme si la Dream Team, c'est les Harlem Globetrotters du football. Et dans le même temps, les Écossais qui ont dû voyager pour leur business à travers les voies de l'Empire britannique ont exporté le football d'une autre manière. C'est-à-dire que vous prenez McPherson. McPherson, c'est l'un des pionniers du football en Russie. Parce que comme je vous le disais, Glasgow exporte beaucoup d'ingénieurs, donc c'est réclamé. Également des gens autour du textile ou pour construire des bateaux. C'est par exemple le cas de la famille de McPherson, donc qui est né en Russie. C'est l'un des pionniers du football russe qui va aider énormément la pratique du sport, également le tennis, etc. Et ils ont souvent d'ailleurs ces pionniers-là des histoires un petit peu incroyables, puisque McPherson, après la révolution russe de 1917, va se faire arrêter et va finalement mourir dans une cellule de maladie, etc. Et vous avez plein de pionniers comme ça. Le pionnier du football argentin, Hutton, c'est un Écossais qui va introduire justement le jeu de passe, etc. Là encore, à voir avec les liens avec toutes les écoles et tout. Et son club d'alumni qui sera très célèbre et qui reste aujourd'hui très fameux dans l'histoire du football argentin. Au Brésil, c'est Charlie Miller qui officiellement ramène le premier ballon, etc. Alors lui, il est né d'un père écossais et d'une mère brésilienne d'origine anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, l'un des autres pionniers au Brésil, c'est McLean qui est également un Écossais. Au Chili, vous aviez également des Écossais. En Espagne, quel est le fondateur du premier club à Huelva? C'est un docteur écossais
écossais qui est venu pour soigner la tuberculose dans les mines du Rio Tinto qu'exploitait justement une compagnie britannique. À Séville, quel est le pionnier? C'est un écossais aussi. Séville, je rappelle que le premier match de l'histoire du football espagnol, c'est Séville-Huelva. C'est-à-dire c'est des pionniers écossais, encore une fois. En Catalogne, il y a un club, c'est Torelló si je dis pas de bêtises, c'est dans une fabrique de textiles avec encore des écossais. La première légende du Barça, après le fondateur suisse Gamper, c'est Georges Patullo, un écossais qui va être le premier mec à faire une reprise de volée en Espagne. Personne n'avait eu l'idée à l'époque de faire des sports de retourner reprise de volée. Ça a été le mentor du docteur Paulinho Alcantara, qui est l'une des légendes du Barça. Je vous avais déjà parlé de Patullo, qui était un sportsman, un homme qui pratiquait plusieurs sports, un mec, comme je vous dis, de bonnes conditions, c'est vrai, mais c'était encore un écossais. Et si tu regardes Johnny Maiden également à l'époque à Prague, bref, il y en a tellement qui ont influé non seulement sur la pratique du football, mais sur la manière dont on va le jouer. Et je trouve que c'est une très très belle histoire, parce que même dans les pionniers de ce football-là et de ce club Queen's Park, qui aujourd'hui est en 4ème division écossaise et qui, bon, après 150 ans, plus de 150 ans d'amateurisme, parce que la devise de ce club, c'est ludere cosa ludendi en latin. Soit en anglais, to play for the sake of playing, jouer pour le plaisir du jeu. Et là, c'est vrai que cette année, il y a quelques mois, pour moi, c'est un déchirement parce que j'aimais ce football à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais payé un joueur. Ils payaient simplement les frais, ils remboursaient simplement les frais. C'est un club formateur. Andy Robertson de Liverpool, il vient d'où? Il vient de Queen's Park. Eh oui, Stuart Kettlewell, qui est aujourd'hui le manager de Ross County en première division écossaise, il vient de là-bas. Lawrence Shankland, qui est un super buteur, qui est le meilleur buteur des deux écossaises, il vient de Queen's Park. C'est-à-dire que c'est un club, c'est à Glasgow, c'est le vrai club de Glasgow. There is one club in Glasgow and his name is Queen's Park. C'est pas le Celtic, c'est pas les Rangers, c'est pas Partick Thistle, les enfants, c'est Queen's Park. Et bah c'est un des meilleurs clubs formateurs d'Écosse parce que c'est vrai qu'ils ont une tradition. Ils jouaient dans le stade de l'équipe nationale à Hampden Park. Et donc après plus de 150 ans d'amateurisme, le comité directeur a voté une loi pour changer cela. Et donc maintenant les joueurs vont être rémunérés un petit peu. Alors moi ça me bouleverse un petit peu parce que j'ai vu tellement de choses de ce club-là. Je me rappelle une finale d'accession pour monter en 3ème division écossaise à Stenhousemuir. Alors Stenhousemuir, c'est une petite ville dans le centre de l'Écosse. Il y a un dentiste que je vous conseille pas parce que bon, c'est un peu la mort. Moi, j'habitais pas très loin. Donc j'étais avec les fans de Queen's Park qui étaient venus à peu près à 500. Ils ont perdu en finale retour, c'était déchirant. Et vous aviez le capitaine de l'époque, Tony Quinn, qui est un plombier, qui s'est cassé 2 fois la jambe, qui est un petit peu mal dégrossi, on va l'avouer, qui est un milieu de terrain, qui a terminé sa carrière défenseur central, mais il finissait les matchs attaquants. Et c'était super attachant. C'était vraiment, mais j'ai vu le foot pur, et même à cette époque, rendez-vous compte, il y avait un poète dans le club, il y avait plein de choses à dire, et vous avez des mecs qui ont eu des destins incroyables, c'est-à-dire que le prince du dribble, James Weir, il va ensuite partir en Australie, il y en a d'autres, et mourir de tuberculose, si je ne dis pas de bêtises, très jeune, il y en a plein qui sont partis en Afrique du Sud, en Australie, c'était aussi des voyageurs, et même Robert Smith, alors lui c'est incroyable, c'est l'un des fondateurs, un des pionniers de Queen's Park, lui il va partir dans le Wyoming, il va aller à la conquête de l'Ouest, littéralement, il va créer des journaux, et ensuite il va aller en ancien territoire, Cherokee, etc., pour justement aider les populations indiennes à pouvoir vendre un peu, exploiter les minerais, etc. Bref, des destins absolument incroyables, il y en a eu. Et je voulais rendre un peu cet hommage-là en nous posant cette question-là. Oui, l'Angleterre a été la première à codifier et réglementer ce sport-là. Mais au final, l'exportation de ce sport et ses vertus collectives telles qu'on le connaît aujourd'hui, on ne le doit pas aux Anglais, on le doit à un petit pays qui est un petit peu au nord et qu'on a tendance à sous-estimer. Et dont je rappelle, il a été aussi l'un des auteurs des plus grandes et des plus belles épopées en Coupe d'Europe, les Lisbon Lions de 1967 avec le Celtic, avec une équipe qui va remporter la plus belle des compétitions européennes, avec uniquement des joueurs nés dans un rayon, je crois, de 20 ou 25 km autour de Celtic Park. Le Paradise, tant d'autres choses à dire, Ferguson, Stein, Busby. Au final, quand on regarde à travers l'histoire, le football écossais est peut-être celui qui a apporté le plus au football qu'on connaît aujourd'hui. Alors certes, aujourd'hui le championnat, il est folklorique et c'est un peu n'importe quoi, et le niveau de la formation et des entraîneurs laisse à désirer, mais il faudra jamais oublier que dans le passé, tu as eu des mecs, des ingénieurs, des mecs venus du nord de l'Écosse, qui ont constitué un club à Glasgow et qui ont donné au football ses vertus collectives et de noblesse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne série pour ceux qui veulent la regarder.